Bonsoir à tous. Bienvenue dans notre bureau ce mois-ci, ce soir. Je vais rappeler peut-être rapidement les usages de Zoom, même si peut-être maintenant on commence à regret à s'habituer à comment ça fonctionne. Je voulais vous prévenir que vous êtes enregistrés ce soir et qu'on rediffusera la soirée sur notre chaîne YouTube et puis sur notre site internet, etc. Donc, si vous n'avez pas envie d'apparaître, même furtivement, quand vous posez des questions, etc., je vous prie de bien vouloir couper votre caméra. Ensuite, on est un peu plus nombreux ce soir, donc ce qu'on va vous demander, c'est de poser vos questions, sauf si vous êtes invité à les poser tout haut par Eric tout à l'heure. Ça va être de les poser dans le chat. Pour ouvrir le chat, il faut aller sur votre barre du dessous là, dans Zoom, et vous avez converser ou talk, ou je ne sais pas dans quelle langue est votre Zoom, mais voilà, vous retrouvez le chat où vous pouvez poser vos questions, et les modérateurs de ce soir vont les poser du coup à Eckhart, ou Eckhart suit aussi le fil. On vous demande aussi du coup de couper vos micros parce que ça fait pas mal de bruit de fond, sauf si vous êtes évidemment invité à prendre la parole. Voilà, ça c'était tout pour les aspects techniques. Donc, cette conférence a lieu dans le cadre des Transition Days. Les Transition Days, c'est une idée qui est née au sein du mouvement de la transition et qui avait envie de répondre cette année à la question de How to live together in a one planet world. Partant du constat qu'au Luxembourg, on a besoin de 8 planètes, on avait envie de réfléchir ensemble à comment arriver à consommer les ressources d'une seule planète. Et pour ça, on a choisi la métaphore de la maison. Et chaque mois, on va ensemble dans une des pièces de la maison. Elles sont derrière moi. Et ce mois-ci, on est dans le bureau. Donc l'idée, c'était vraiment de montrer des initiatives de transition, des réflexions, des partages de compétences, d'idées autour de la question de comment vivre ensemble en consommant un peu moins de ressources. Et quand on parle du bureau, il était évident que les personnes au sein du mouvement de la transition qui devaient parler de ça, c'est notre fine équipe Reconomy. Et donc, c'est eux qui nous ont concocté tout le programme de ce mois de décembre. Donc, quand on parle donc d'argent, de travail, c'est à eux qu'on se réfère dans le mouvement de la transition. Reconomy, c'est quoi? Reconomy, c'est repenser, réfléchir le monde économique, notre système économique. Et l'idée, c'est vraiment de mettre une économie au service de la planète et de ses habitants. Et ça demande pour ça de créer une rhétorique, une parole différente du discours dominant autour de l'économie. Ça veut dire apprendre ensemble, donc avec tous les principes de l'éducation populaire qui sont chers au coordinateur de l'équipe Reconomy. Et de réinventer donc cet imaginaire économique tous ensemble. Ce soir, on parle d'argent. Donc, hier, on a parlé, grâce à nos initiatives de transition, d'économie, de monnaie alternative locale. Et ce soir, on va donc parler d'argent avec notre partenaire. Et je laisse Eric vous introduire tout ça. Je vous souhaite une bonne soirée et puis à tout à l'heure pour les questions. Merci beaucoup, Delphine. C'est vrai, ce soir, on va parler sur comment utiliser correctement cet argent. Et pour nous expliquer cela, on a fait appel à nos amis de Ethica. Et on a avec nous Eckhard Schmidt ce soir qui va faire la présentation. Eckhard, il est responsable des relations publiques à Ethica. Et il a aussi un lien avec le mouvement de la transition. Il est membre de Transition Saarbrücken, donc il est très proche de notre mouvement aussi. Ethica, c'est une ASBL qui existe depuis 1996, qui travaille sur la promotion des finances alternatives et sur ce qui mène des réflexions sur le développement de l'argent éthique. Et dans ce sens, Ethica, sous un peu le thème du bon usage de l'argent, il va nous parler sur comment
utiliser son argent pour contribuer à une société plus juste et plus durable, et comment investir de manière transparente et socialement responsable. Donc, je passe la parole à Eckhard pour vous présenter tout ça. OK. Merci beaucoup, Eric et Delphine, pour m'avoir invité. Donc, je suis dans ma cuisine ici. Je vais partager mon écran. OK. Très bien. Donc, alors, du bon usage de l'argent. Je vais commencer un peu avec une introduction. De quoi on va parler ce soir? Je vais commencer avec une amuse-gueule pour sensibiliser un peu et pour demander aussi la question, l'argent, bon, est-ce que c'est mon affaire? Moi, je n'ai pas de sous, donc je ne peux pas investir dans une manière importante. Donc, est-ce que c'est vraiment une question pour moi, oui ou non? Et puis, on va parler un peu des possibilités de introduire de la durabilité dans des produits d'investissement, donc les ESG, SDG, ISR, CSA et tout ce qu'il y a, des abréviations dont on parle beaucoup au moment. Pour après ça, parler un peu et faire une comparaison de la finance conventionnelle et la finance sociale. Là, il y a la première fois des possibilités vraiment d'avoir un petit échange ici. Je vous invite vraiment à échanger vos idées qui peuvent être intéressantes pour les autres. Pas trop peut-être parce qu'on est avec 57 personnes, c'est un peu difficile de faire un vrai débat, mais je vous invite vraiment de ne pas rester complètement passive ici. Et après ça, on va parler sur vraiment la question comment investir dans une manière durable. Après ça, avec quelques explications des manières d'investir conventionnelles et pas conventionnelles, on va aussi parler de la grande thématique de la transition de la finance en général, ici au Luxembourg, mais aussi de la transition de soi-même. Alors, qu'est-ce que je peux faire moi-même? Comment est-ce que je pourrais changer des petites choses dans ma manière de vivre avec de l'argent? OK? Bon, un petit amuse-gueule. J'ai recherché un peu. Alors, j'ai trouvé certaines citations très intéressantes. Je vais commencer avec quelqu'un que la plupart de vous connaissez bien. Donc, une citation qui date de très ancien. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Bon, vous savez bien sûr que c'est Jésus-Christ. Hein? Mais j'ai trouvé aussi une citation de Mahomet qui disait « La vraie richesse d'un homme en ce monde se mesure au bien qu'il a fait autour de lui. » Encore des autres, par exemple, Will Rogers qui dit « Trop de gens dépensent l'argent qu'ils gagnent pour acheter des choses qu'ils ne veulent pas pour impressionner des gens qu'ils n'aiment pas. » Et encore un petit blague de Coluche. Il y a des fins de mois, je touche tellement peu de pognon que je ne sais pas si je bosse. Bon. Et une autre blague qui dit « Some people are so poor, all they have is money ». Et encore une citation de Robert Kiyosaki, que je ne sais pas qui c'est, mais c'est assez intéressant. « Le riche investit son argent et dépense ce qu'il reste. Le pauvre dépense son argent et investit ce qu'il reste. » Et puis à la fin, encore une citation, encore une fois, du Coran. Ce n'est pas directement de Mahomet, c'est un peu compliqué d'expliquer ça, mais vous savez, en islam, il y a ce qui s'appelle Zakat. Donc, Zakat, c'est en allemand, c'est Almosensteuer. En français, je ne sais pas, c'est une traduction, mais c'est un des 5 piles de l'islam de dire qu'il ne faut pas seulement faire la Hajj à Mecca, mais il faut aussi donner aux pauvres. Donc, c'est comme un impôt
de vraiment donner ce qu'on a aux gens qui en ont besoin et que Dieu va voir ça et que Dieu ne va pas voir ou pas aimer des autres dépensations de l'argent qui sont peut-être pas très bien. Alors, ça c'est un peu quelques citations comme amuse-gueule pour sensibiliser un peu que ce sujet est un sujet vraiment vieux, presque tout le temps de l'humanité civilisée, les 2000 ans. Il y a toujours cette thématique du bon usage de l'argent. Il y a un théologue qui a commenté un peu ce que j'ai cité de Jésus-Christ. Alors, il disait qu'il y a des nombreuses paraboles dans lesquelles Jésus parle d'argent. Elles sont souvent déconcertantes, mais toutes insistent sur un point essentiel. Ce n'est pas l'argent en soi qui est bon ou mauvais, mais l'usage que chacun en fait. Et la seule question qui vaille pour un chrétien, mais aussi pour un musulman ou des autres religions, c'est de savoir si la priorité a été donnée ou non aux plus pauvres. Pour le reste, il leur est préférable de prendre la bonne distance avec l'argent et refuser de l'adorer. On n'adore que Dieu sans pour autant le diaboliser. Ou vous pouvez remplacer Dieu, bien sûr, par des autres personnalités. Donc, le bon usage de l'argent, c'est vraiment un thème très vieux, mais encore une fois de l'actualité aujourd'hui, dans ce temps de Covid où beaucoup de gens réfléchissent un peu plus à l'essentiel, plus holistique, sur des questions qui comptent vraiment dans la vie. Et un premier phrase très importante, c'est de dire ou de comprendre vraiment que l'argent n'est pas neutre. Alors, ce n'est pas quelque chose que je dépense sans avoir des influences sur les autres gens. Si je dépense mon argent, ce n'est pas du tout neutre. Je fais un choix et avec ce choix, il y a des réactions, il y a peut-être aussi des choses de mal qui peuvent arriver. Bref, alors, c'est très idéalistique de dire ça, mais bon, il y a toujours un calcul égoïste. Peut-être tout le monde connaît ça, moi je connais ça très bien. Il y a toujours une peur de rater sa vie. Et rater sa vie, ça veut dire quoi? Il y a toujours ce lien avec l'argent, avec le salaire qu'on va gagner. Et ce calcul égoïste, c'est toujours contre la responsabilité pour le bien commun. C'est un vrai dilemme. Et je crois que c'est une question plutôt presque philosophique que tout le monde connaît déjà et tout le monde a fait son choix. Mais je voulais bien vous souvenir qu'il y a aussi des autres questions en dehors de l'argent, surtout le bonheur et le bien vivre. Et il y a un lien avec l'argent et le bonheur dans plusieurs perspectives. On va en parler. Donc, est-ce mon affaire? Pour commencer, on vit dans le capitalisme et il y a un rapport avec de l'argent dont on ne peut pas se retirer. Donc, il y a la propriété privée. Donc, il faut de l'argent pour avoir la propriété privée. Il y a des marchés libres où il faut travailler, où il faut acheter et consommer. Et il y a des investissements que tout le monde va faire dans sa vie, par exemple acheter une voiture ou une bonne bicyclette. Mais l'investissement de l'argent, ça doit toujours rapporter des intérêts. Et il y a cette orientation très conventionnelle au rendement. Et avec les dérégulations des marchés financiers depuis une vingtaine ou une trentaine d'années, la finance a commencé à devenir vraiment un acteur très, très libre, délibéré vraiment, qui commence à dominer le monde et à dominer même la politique. Alors, on voit qu'il y a une telle pression de l'efficience et de l'optimisation. Donc, les shareholder value, ils demandent toujours chaque 3 mois une augmentation de
du output d'une entreprise ou du valeur d'une action. Et donc, toutes les entreprises sont forcées de toujours optimiser en externalisant peut-être, ou dans la plupart des cas, les conséquences sociales et écologiques. Donc, et ça a produit des crises diverses. Vous savez tous, la crise climatique, la crise de la biodiversité, des crises sociales sont aussi causées par cette domination de cette pensée. Et les gens, les hommes réagissent, bien sûr. Il y a une possibilité de réagir et de changer les choses. Donc, on peut commencer à manger bio, on peut investir dans les énergies renouvelables, on peut réduire le plastique, on peut aller comme membre de la société civile pour manifester contre la carbonisation de la finance, des choses comme ça. Donc, ce qui compte, c'est vraiment de savoir que consommer est un acte vraiment politique. Et ça, on peut le dire aussi des transactions financières. Normalement, on croit que moi, je n'ai pas vraiment un lien avec ça. Mais si vous prenez le 1er décembre, donc il y a 8 jours, c'était le 1er d'un mois. Si vous faites du online banking, vous pouvez voir combien de virements fixes vont aller dans plusieurs directions. Il y a le loyer qu'il faut payer, il y a peut-être une assurance à payer et beaucoup d'autres choses. Et la question se pose, où est cet argent? Alors, cet argent, ce n'est pas dans un trésor de la banque. Cet argent, si c'est une banque conventionnelle, va être investi directement après qu'il est arrivé dans la banque. Donc, même c'est 17,30 € pour une assurance que vous virez le 1er décembre. Ça va directement dans le grand circuit de l'argent qui circule autour du monde avec les algorithmes du robot banking, avec les possibilités de Internet. Il y a donc des possibilités pour les grandes banques d'investir cet argent immédiatement pour acheter des choses à Hong Kong et vendre à Londres une nanoseconde plus tard. Donc, une nanoseconde, c'est une millier d'une seconde. Et encore une nanoseconde plus tard, on peut revendre ce qu'on a, ou réacheter ce qu'on a vendu à Londres pour acheter quelque chose dans la bourse dirons, à Wall Street ou n'importe où. Et ça fonctionne avec des computers, donc avec des algorithmes qui sont tellement vite que c'est impossible à suivre les choses. Et donc, la réponse à cette question, où est cet argent, c'est qu'on ne le sait pas du tout. On n'a aucune idée. Et normalement, les banques ne vous donnent aucune transparence là-dessus. Si vous êtes chez une banque XY, la seule chose que vous allez recevoir, c'est la possibilité de regarder leur rapport annuel. Et dans le rapport annuel, il y a des chiffres, mais les chiffres disent seulement qu'on a investi dans le tiers-monde, on a investi dans les marchés en Asie, dans l'énergie ou des grandes branches. Mais en effet, ce n'est pas du tout de transparence. La seule chose, c'est ce qu'on voit, toujours des banques, surtout dans le moment ici, aujourd'hui, c'est beaucoup de marketing. Avec la crise climatique et avec le Covid, il y a une multiplication du bon marketing où on fait du greenwashing, où on parle de l'investissement des banques dans le vert, dans la durabilité. Mais tout ça cache que normalement, il n'y a pas trop de changements dans les banques conventionnelles. Donc, c'est le changement climatique causé par les banques, causé par la finance aussi, se cache derrière ce greenwashing. Je vais vous donner un petit exemple qui est une publication de Oxfam et Amis de la Terre en 2016. Donc, c'était après le COP21. Ils ont comparé la communication verte avec la réalité. Et je vais seulement prendre un exemple de BNP Paribas. Il y a une citation qui dit « Notre responsabilité environnementale, c'est agir contre le changement climatique. » Oui, alors,
Et si on regarde les chiffres, on va voir qu'en même temps, cette banque a investi 52 milliards d'euros dans les fossiles ou dans l'infrastructure pour les énergies fossiles et seulement 6 milliards d'euros dans les renouvelables. On peut continuer ça avec toutes les autres banques, pas seulement les banques françaises, aussi les banques au Luxembourg, en Allemagne. Il y a un énorme effort de communiquer qu'on a compris. Et derrière cette communication se cache qu'on n'a pas vraiment compris et qu'il y a beaucoup d'investissements où il n'y avait pas du tout un changement des critères d'investir en dehors du rendement. La seule chose qui compte, c'est le rendement. On externalise donc les conséquences sociales et écologiques de ces investissements. Et c'est le bien commun, c'est l'État, donc ce sont les contributeurs comme toi et moi qui doivent payer pour ces choses externalisées. Bon, alors, comment est-ce qu'on peut comparer les institutions financières dites conventionnelles? Il y a des indicateurs de durabilité. Pour moi et pour Ethika, la plus importante, c'est vraiment la transparence. Avec la transparence, on peut déjà être honnête dans une manière vraiment responsable. On pourrait expliquer qu'on n'a pas le choix de déinvestir des énergies fossiles parce qu'on a des contrats qui datent à 10 ans. Donc, on pourrait expliquer qu'on veut, après 10 ans, changer ça ou non. Mais cette transparence n'existe presque pas. Il n'y a presque aucune institution, sauf peut-être la Banque européenne d'investissement, après des manifestations qui parlent de ça. Les autres acteurs, ils utilisent les SDG, donc les United Nations Social Development Goals, que vous connaissez tous, je dirais. Donc, il y a ces 17 buts. Et donc, on peut, comme banque, dire que nous, on se concentre sur, par exemple, le but 13, le Climate Action, ou des autres buts de cette SDG. Et il y a des banques qui ont commencé à faire ça. La plupart des banques ont commencé avec le CSR, donc le Corporate Social Responsibility. Avec ça, on essaie surtout de changer un peu la manière dont la banque fonctionne à l'intérieur. Et ils font du greenwashing de ça aussi. Il y a des banques ici en Allemagne, les Sparkassen, qui parlent beaucoup de leur durabilité, mais ils parlent seulement de la durabilité de comment ils gèrent leur business en interne. Ils ne parlent pas du tout de leur investissement. Et enfin, ce qui est utilisé par la plupart des banques, c'est ESG. Donc, ESG, c'est quelque chose que je veux vous expliquer un peu plus en détail. Donc, les trois catégories, c'est écologique, social et gouvernance. Et si vous regardez un peu cette image, il y a 1, 2, 3 et 4 que vous voyez. Le 1, ça parle d'exclusion. Donc, il y a la possibilité comme institution de finance d'exclure certains investissements dans certains secteurs. Donc, l'armement, la pornographie, les cigarettes, les nucléaires, bien sûr pas en France, mais c'est une possibilité d'exclure des choses, certaines choses, et de continuer l'investissement avec tous les autres secteurs sans critères, donc comme seul critère de rendement. Ça, c'est possible de faire ça. Et cette sorte d'exclusion a déjà commencé il y a, disons, 70 ans. Les premières banques ont commencé à faire ça. Il y avait des mouvements des Quakers, par exemple, ou des institutions de religion qui ont exclu des investissements dans ces secteurs. La deuxième chose, c'est l'inclusion. Donc, de dire qu'on investit directement avec un but écologique ou social dans certains secteurs comme le social, comme l'agriculture bio,
comme l'énergie renouvelable, comme les sciences. Donc, de vraiment choisir des branches où on veut changer quelque chose. Et bien sûr, ce qui est possible, c'est de faire les deux choses en même temps. Le troisième point, c'est best in class et best in universe. C'est une conception surtout de l'investissement dans des fonds. Donc, on dit que si on a un portfolio où on veut investir, ce n'est pas possible comme une banque d'investir seulement dans les énergies renouvelables parce qu'il faut avoir beaucoup d'espace où on peut investir pour que s'il y a une crise en Brésil ou aux États-Unis, qu'on a une sorte d'équilibre dans un autre secteur du portfolio. Donc, ils disent, même les banques qui sont assez verts, ils disent qu'il faut investir dans l'industrie automobile, par exemple. Et la possibilité, c'est de dire on investit dans cette classe, donc cette branche de l'automobile, et choisir seulement les actifs de ces acteurs qui sont les plus verts, donc ceux qui font le plus d'engagement de changer la mode de production, de changer l'utilisation des énergies et toutes les choses comme ça. Et aussi pour l'alimentation, on peut faire ça. Et comme ça, si on choisit Best in Class, ça veut dire qu'on peut avoir des entreprises comme Nestlé, Coca-Cola, Texaco, Volkswagen ou Peugeot dans son portfolio. Mais on peut argumenter qu'au moins, on donne un soutien à ceux qui essaient au moins de changer un peu. On peut débattre ça, bien sûr, mais c'est une chose qui est utilisée assez souvent. Et la quatrième chose, bien sûr, c'est l'engagement. Donc, si vous avez des actions, vous avez le droit d'aller aux assemblées générales de cette entreprise, de poser des questions. Vous pouvez aussi vous engager dans des associations, par exemple Greenpeace ou des autres. Vous pouvez aller aux manifestations. Vous avez toujours la possibilité de vous engager. Et il y a beaucoup d'entreprises qui font ça aussi. Donc, les pension funds, par exemple, ils entrent en contact avec des entreprises pour essayer de changer leur mode d'investir de l'intérieur. Alors, encore quelque chose un peu théorétique, et après on a une possibilité d'échanger un peu. Donc, l'ESG dans la pratique. Donc, vous trouvez sur cette slide de Beyond Bulls and Bears les trois points que j'ai déjà mentionnés. Donc, le filtre négatif, donc l'exclusion de certains types d'investissements. Le filtre positif, donc de choisir par exemple des secteurs favorables comme énergie renouvelable, l'engagement, mais aussi les possibilités d'intégration, de choisir certaines thématiques et d'aller vraiment dans l'impact, de vraiment prédéfinir où on veut s'investir pour changer les choses. Dans la microfinance, par exemple, l'impact, c'est quelque chose de très important de définir avant qu'on veut, dans un certain pays, par exemple, avoir un impact positif de la microfinance, par exemple, changer la situation des femmes, par exemple. OK, alors, c'était beaucoup de théorie pour le début. Peut-être on peut essayer d'avoir une petite première débat sur les critères d'investissement en général, ou si vous avez des questions sur la coopération Ethika Spark et le compte épargne alternatif, ou aussi sur le pouvoir du secteur de la finance, les assurances. Comme vous voulez, je suis ouvert à tout, mais c'est Eric, je crois, qui doit gérer ça maintenant. Oui, c'est ça. Donc, on peut, comme on n'est pas nombreux, soit je peux donner la parole pour poser la question oralement, ou bien vous mettez vos questions dans le chat. C'est toujours la première question la plus difficile. Oui.
Bon, on peut bien sûr aussi demander des questions. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, hein? Le secteur de la finance, c'est quelque chose de très compliqué. Beaucoup de gens ont peur de ça, mais il ne faut pas avoir peur de demander si on n'a pas compris quelque chose. Moi, j'en profite peut-être pour dire un truc que j'ai oublié lors de l'introduction sur le deuxième point, la coopération Ethica-Spokis. Nous, on est très contents que Ethica est là en tant que seul parce qu'on fait régulièrement appel à Ethica pour nous soutenir au niveau de notre trésorerie. Donc, ce serait intéressant, Eckhart, si tu pouvais peut-être vite fait expliquer les différents services que Ethica propose à travers la Spokis ou encore la Baloise. Oui, bon, je peux parler de Spokis, c'est très simple. On a créé un compte épargne alternatif. Donc, c'est un compte épargne comme tous les autres comptes épargne. Donc, il n'y a aucune restriction. La seule chose, c'est qu'on reçoit comme épargnant un peu moins de taux. Donc, et avec ça, on peut investir cet argent avec des critères assez stricts dans des secteurs comme l'agriculture biologique, la distribution des produits biologiques ou l'énergie renouvelable ou des institutions et organisations comme celle, avec un taux de ce crédit réduit. Donc, il y a une certaine bonification qu'on donne aux preneurs de crédit parce qu'ils sont très engagés dans le secteur social et ou écologique ou dans le Global South. Donc, il y a bien sûr la banque, il y a Spokis qui gère les questions de business plan de ces organisations. Et le rôle de Ethica, c'est de regarder avec les lunettes très strictes si ces organisations qui reçoivent un crédit sont vraiment comment dire, conséquents dans la manière qu'ils utilisent cet argent. Et si oui, on peut donner cette bonification. Et c'est un peu comme donnant un label. Donc, les projets qu'on a soutenus, ce sont 250 projets jusqu'à présent, sont vraiment tous des projets qui sont innovants et qui vont dans la bonne direction. Bien sûr, ils travaillent pour avoir un rendement, mais normalement, le but de toutes ces organisations, c'est un but extra-financier, c'est un but social ou écologique. Par exemple, Collabore ou la chaîne de supermarchés Naturata ou Cell, ou aussi des coopératives énergétiques ou quoi d'autre, des institutions de réinsertion sociale comme Polygon et Interaction. Donc, on donne un soutien avec une réduction de taux. C'est tout ce qu'on fait. On ne donne pas de dons, on donne des crédits. Et dont beaucoup d'acteurs en profitent au Luxembourg. Petite question, Eckhart. Là, tu fais juste une parenthèse parce qu'il y a plein de questions qui vont dans le sens. Je voudrais savoir concrètement dans quoi investir, à quelle banque confier mon argent. Donc là, tu es juste en train de faire une petite parenthèse pour avoir un petit moment d'échange. Il y aurait encore bien une suite sur dans quoi investir. C'est ça? Oui, on va encore parler sur les questions quelle banque ou comment investir en pratique. D'accord. Ouais. Donc ça répond à plein de questions. Il y a juste une qui reste ouverte, c'est Nadine Haas qui demande d'expliquer le label SRI. Oui, SRI ou ISR, c'est une abréviation pour investissement socialement responsable ou Social Responsible Investment. Donc, c'est la même chose. Donc, c'est une possibilité de gérer des fonds d'investissement, surtout. Donc, il y a des labels qui s'appellent ISR ou ESR, qui sont assez stricts, qui jugent les possibilités d'investissement avec ces critères dont j'ai parlé, donc écologique, social et gouvernance. Donc, on a la possibilité de voir quel fonds est vraiment un fonds ISR où j'ai l'impression, où je peux être sûr si j'investis mon argent dans ce fonds d'investissement avec cette labeling, que ce n'est pas du greenwashing.
aujourd'hui, dans la pratique d'aujourd'hui, on ne parle plus beaucoup de ISR, mais c'était très important il y a 10 ans, surtout ici au Luxembourg. Merci. Il y avait une autre question que Magali a déjà répondu. Donc, Etika ne fait pas partie de la Spokes, de la BCEE, mais il s'agit d'un partenariat avec la Spokes. C'est bien ça. Oui. D'accord. Sinon, on passe peut-être à la suite. Les gens ont hâte de découvrir dans quoi investir, à quelle banque confier son argent. On va en parler. OK. Parfait. Donc, je continue? Oui. OK. Donc, alors, la finance sociale. Il y a beaucoup de définitions et moi, j'utilise le mot finance sociale, mais on pourrait aussi utiliser des autres noms. On pourrait parler des Grüne Banken en allemand, donc les banques vertes. Il y a plusieurs banques sociales qui existent depuis une quarantaine d'années, qui normalement étaient issues d'un mouvement. Et si une banque est issue d'un mouvement social, ils se sont définis comme banque sociale. Bien sûr, ils se comprennent aussi comme une banque qui investit dans le vert, dans l'écologie, mais dans l'identité de plusieurs banques, la question sociale est plus importante, surtout en France. En Allemagne, on parle plutôt des banques vertes, parce qu'en Allemagne, les questions écologiques semblent être plus importantes pour les gens que les questions sociales. En France, c'est l'inverse un peu, si je peux caricaturer un peu. Donc, la définition de la finance sociale, c'est une approche visant à mobiliser des capitaux privés générant un dividende social et un rendement économique pour atteindre des objectifs sociaux et environnementaux. Donc, la mobilisation de capitaux privés, c'est ce que j'ai expliqué avec le compte épargne alternatif. Donc, il y a des gens comme moi et toi qui ont un compte épargne et cet argent est investi pour des gens qui investissent dans une entreprise. Donc, et aussi pour les communautés. Donc, ceux qui ont de l'argent financent les projets qui ont besoin de l'argent avec un but pour que ça profite à la société et aussi l'écologie. Donc, ça, c'est l'idée principale, qu'on n'investit pas seulement l'argent pour avoir un rendement, mais pour avoir un équilibre. Donc, il faut avoir un équilibre entre rendement, conséquences sociales d'un investissement et conséquences écologiques d'un investissement. Les banques conventionnelles ne s'intéressent pas vraiment aux deux derniers points. C'est le rendement qui compte et il ne faut pas dire, bon, ces banques sont mauvaises, mais c'est ce que les clients demandent aussi. Ils sont seulement intéressés au rendement, normalement, s'ils ne sont pas sensibilisés. Et donc, ces banques, par exemple, la GLS Bank ou la banque Triodos, datent de 40 ans déjà, mais il y a aujourd'hui, dans tout le monde, peut-être une cinquantaine ou 60 différents modèles, pas seulement le modèle de banque, mais il y a aussi des coopératives, il y a beaucoup des possibilités innovatrices, par exemple les indigènes en Amérique latine ou aussi en Afrique de l'Ouest. Il y a beaucoup de possibilités d'avoir une banque ou une sorte de finance qui est socialement responsable et écologique. Donc la question pour tout le monde serait maintenant, si vous avez compris, est-ce que vous connaissez des autres banques? J'ai mentionné la GLS, j'ai mentionné Triodos. Etika, bien sûr, n'est pas une banque sociale, mais cette coopération avec Spurkis, c'est la même chose comme étant une banque sociale. Donc, c'est une coopération entre une ASBL et une banque. La banque n'est pas une banque de la finance sociale, mais avec cette coopération, c'est le même effet. Donc, il y a des réactions, mais je ne peux pas les lire.
Je veux que je les lise moi. Donc, il y a deux noms qui sont tombés. Banca Etica en Italie et puis Oui, la Newbie en Belgique. oui. Et la Nef en France, ce n'est pas une banque. Non, mais il essaie de devenir une banque. Banco de Palma. Oui. Et ainsi de suite. Oui, alors il y a beaucoup. Dans la plupart des pays, sauf peut-être la Belgique et l'Allemagne, il y a toujours une banque qui est vraiment le pionnier. Mais il y a aussi des pays où il n'existe aucune banque sociale. Je veux pas, si je réfléchis un peu, par exemple, la Turquie ou le Portugal ou Islande ou encore la Pologne. Donc, il existe des pays où il n'y a pas une banque sociale, mais depuis une dizaine d'années, dans tous les petits pays, il y a aussi maintenant, comme le Portugal, des banques sociales, mais qui sont en train de se créer. Donc, il y a encore un long chemin de devenir vraiment, de sortir de cette niche. Même Triodos et GLS Bank, ils sont encore vraiment dans une niche, même s'ils reçoivent beaucoup d'intérêts. Donc, chaque année, il y a un pourcentage de 30% de plus de clients. Mais si on compare avec les autres grandes banques, ils restent dans la niche. Mais l'idée principale, c'est qu'il y a un rendement financier et un rendement extra-financier. Et il y a des possibilités de comparer les banques conventionnelles avec les banques de la finance sociale. Et une possibilité, c'est ce que fait le Fair Finance Guide. Ça existe pour une vingtaine de pays. Ici, j'ai mis un exemple de l'Allemagne. Donc, il y a des critères, comment on juge les banques s'ils sont socialement responsables et écologiquement responsables. Et il y a 100%, ça serait vraiment le parfait. Et si vous regardez en haut, il y a 5 banques qui sont dans le vert. Ce sont tous des banques sociales, aussi des banques de l'Église, par exemple Pax Bank ou la Banque für Kirche und Diakonie. Et ça commence à devenir un peu orange avec ING, les Sparkasse et des autres banques. Et ça devient rouge en bas si on prend vraiment les grandes banques comme la Commerzbank ou la Deutsche Bank. Donc, ce sont des banques qui investissent l'argent de leurs clients aussi dans des entreprises qui, wie sagt man, verstoßen, qui qui ne prennent pas en compte des problèmes de human rights, par exemple, ou des problèmes de pollution. Ils s'en foutent, on pourrait dire, ça c'est pas vrai, ils s'en foutent pas, mais c'est pas du tout important pour leur décision d'investir. Et donc, le Fair Finance Guide, il dit qu'il y a seulement les 5 banques qu'ils peuvent promouvoir. Et ça existe aussi pour des autres pays, mais pas pour le Luxembourg, ça n'existe pas. Mais c'est une possibilité de faire une comparaison entre les banques. Et avec les banques, ce n'est pas la seule thématique dont on veut parler aujourd'hui. Il y a aussi les assurances. Normalement, les gens ne pensent pas aux assurances si on parle des problèmes de la finance globale. Mais il y a des assurances qui sont beaucoup plus puissantes que des banques. Par exemple, Allianz en Allemagne, c'est une banque qui a des parts de 30% des grandes banques allemandes. Donc, les assureurs, ils sont un peu moins visibles que les banques, mais ils sont peut-être même plus puissants que les banques. Et leur manière d'investir l'argent, c'est la même manière comme les banques. Donc, c'est le rendement qui compte. Et malheureusement, je ne peux pas donner des bons exemples francophones ou de la France.
il y a certaines assurances dont on peut parler en Allemagne, mais ce sont des assurances assez spécialisées. Mais il y a des possibilités de faire un check. Par exemple, le check deiner Versicherung, si on parle un peu allemand, on peut regarder selon les critères ESG, où il y a une fondation qui s'engage, c'est greensurance.de. Et au Luxembourg, est-ce que le secteur bouge? Non, on ne peut pas le dire vraiment. Il y a la Baloise, dont avec eux, on a une coopération depuis 1 an. Et la Baloise, c'est un des peu assureurs qui ont signé les UN Principles for Responsible Insurance. Et donc, ça veut dire qu'eux, ils sont signés, qu'ils vont changer plusieurs points à l'intérieur et dans l'investissement. Ils ont 4 ans pour faire ça. Et par exemple, ils ont commencé avec leur asset management d'utiliser les critères ESG, donc de sustainability, mais pas dans tout leur investissement. Donc, ils commencent à faire cette transition, mais il y a encore un long chemin à suivre avec les assurances. Les banques sont déjà beaucoup plus loin. Est-ce qu'il y a maintenant des questions là-dessus, sur les assurances encore? Il y en a une dans le chat, pas sur les assurances, mais toujours sur les banques. Là, il était juste une question de temps qu'elle soit posée, cette question. Pourquoi est-ce que Ethica ne devient pas une banque? Bon, à l'époque, la petite histoire à l'époque, il y a 24 ans, c'était qu'il y avait 2 secteurs au Luxembourg qui avaient vraiment des problèmes de recevoir des crédits par les banques. C'était l'agriculture biologique. Si quelqu'un de l'agriculture biologique est allé à Spurkis ou Raiffeisen pour dire j'ai besoin d'un crédit de 200 000 euros, ou à l'époque, bien sûr, de francs luxembourgeois, les banques n'ont pas donné des crédits parce que l'agriculture biologique, c'était quelque chose de... C'est quoi ça alors? Un peu... Et la même problématique, c'était pour les institutions qui ont investi dans le Sud, donc des grandes ONG comme Frères des Hommes, ASTM, SOS Fin. Ils avaient des problèmes d'avoir des crédits. Donc, l'anecdote, c'était que un de ces groupe est allé à Triodos en Belgique pour demander à Triodos d'aider avec des crédits ou de venir au Luxembourg pour créer une banque éthique ici au Luxembourg. Et quelques semaines plus tard, l'autre groupe, donc les gens de l'engagement dans le tiers-monde, comme on disait à l'époque, sont aussi allés chez Triodos. Et donc les gens chez Triodos ont dit, alors bon, mettez-vous ensemble, hein, peut-être créer quelque chose ensemble. Et ils ont fait un premier séminaire en 1995. Et à l'époque, c'était clair que le marché luxembourgeois, c'était trop petit pour créer vraiment une banque. Donc, à cause de ça, cette idée est venue de créer une ASBL, Ethica, et de coopérer avec une banque. Donc, on a demandé toutes les banques de la place et seulement Spurkis était intéressé. Et aujourd'hui, il n'y a pas trop de changements avec ça. Donc, bien sûr, on pourrait créer une banque ici. Maintenant, Ethica et Spurkis, ils ont assez d'argent. On a plus que 54 millions d'euros sur nos comptes. Mais c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de boulot de vraiment créer une banque. Et je crois que le secteur, le pays est trop petit, sauf si on créera une banque, par exemple, grande régionale. Ça serait quelque chose qu'on pourrait faire. Bon, mais... Bon, là, ce soir, on est déjà à 32, ça serait un début, non? Il y a une autre question que Eric Lavillinière a posée par rapport aux mutuelles, qui dit que les mutuelles sont plus correctes parce qu'ils reversent une partie de leurs bénéfices à leurs membres. Oui. Mais moi, je ne suis pas un expert des mutuelles. C'est un modèle français, je crois. Je ne peux pas en parler trop. En toute transparence, j'ai aucune idée.
Donc, on attend peut-être d'autres questions ou sinon tu continues avec ta présentation. Okay. Donc, alors, comment investir? En économie, un investissement, c'est toujours une dépense qui doit servir à augmenter quelque chose à long terme. Donc, soit la richesse, c'est celui qui s'engage, ou si on est une entreprise, l'investissement doit servir à augmenter, par exemple, la productivité, donc des machines supplémentaires ou des machines plus efficaces, ou pour gagner du temps, donc investir dans un logiciel d'automatisation des tâches. Donc, un investissement doit toujours augmenter quelque chose. Et donc, c'est toujours la question de return on investment. Donc, si j'investis 5 000 €, je veux qu'après cet investissement, il y a une return on investment plus grand que ces 5 000 €, par exemple. Donc, si vous regardez cet triangle, on parle de durabilité d'investissement. À l'époque, il y a 10 ans, avec ça, on voulait seulement dire qu'il y a une rentabilité, qu'il y a assez de liquidité pour celui qui investit et qu'il n'y a pas trop de risques. Donc, ça, c'est un investissement durable. À l'époque, on parlait de ça. On utilise ça encore aujourd'hui, mais cette mention de durabilité, bien sûr, c'est complètement différent de ce qu'on veut parler aujourd'hui. Donc, on ne prend pas en compte avec cette durabilité tout ce qui est externalisé. J'ai déjà parlé de ça. Donc, comment investir comme personne privée? La question, c'est comment équilibrer mes besoins personnels. Donc, j'ai besoin d'argent parce que je suis père de famille ou parce que je veux acheter une maison ou je veux aider mes parents ou quelque chose comme ça, avec mon devoir éthique. Donc, ce n'est pas toujours quelque chose d'évident d'être idéaliste et d'investir dans une manière vraiment durable. Mais bon, on peut échanger un peu de ça. Le bon usage de l'argent, c'est quoi qui compte? Est-ce que c'est le rendement seulement? On peut être très pragmatique. Ce n'est pas interdit d'être pragmatique. Et c'est quelque chose où il y a, je suis sûr, plusieurs possibilités d'en parler. Mais peut-être je continue à ce point-là sans faire un échange. Donc, pour continuer, un des produits les plus intéressants pour la plupart des gens, comme toi et moi, ce sont les fonds d'investissement. Donc, vous savez que le Luxembourg, c'est la plus grande place pour des fonds d'investissement ici en Europe. C'est quoi un fonds d'investissement? C'est une idée qui doit servir aux problématiques de l'information des gens. Donc, c'est beaucoup plus difficile de, par exemple, acheter des actifs d'un producteur des éoliens, disons une cinquantaine, et aussi acheter des actions d'une entreprise qui produit des voitures hybrides et acheter 50 actions de n'importe quoi autre, quelque chose de social. Parce qu'on doit toujours regarder comment se développe ça et il faut se prendre beaucoup de temps de vraiment chercher les informations. Et un fonds d'investissement, c'est l'idée qu'il y a un équilibre. Donc, un fonds, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'actions, peut-être d'une centaine d'entreprises différentes, équilibrées, donc dans une manière qu'il n'y a pas un trop grand risque. Donc, il y a des actions, par exemple, des entreprises aux États-Unis et aussi en Europe pour avoir un équilibre entre l'échange des dollars et euros, par exemple, ou s'il y a une crise majeure économique en Asie, il faut toujours avoir des actions aussi, des acteurs en Afrique, par exemple. Donc, ce fonds fait tout ce travail que normalement, personne n'a le temps. Donc, on peut acheter des parts d'un fonds d'investissement. Et il y a beaucoup de fonds qui ont le but d'être durables.
mais il faut vraiment séparer le bon grain de l'ivraie. Alors, ça veut dire on peut acheter avec 100 € par exemple, on peut prendre une part d'un fonds d'investissement qui investit seulement, par exemple, dans les énergies renouvelables ou des autres choses. Mais il faut faire attention. Par exemple, les énergies renouvelables, ça veut dire quoi? Ça peut dire qu'il y a des actions de Siemens qui investit de l'argent au Brésil, en Amazonie, pour construire une grande barrage en chassant les indigènes qui vivent là-bas et en produisant des effets néfastes sur l'écologie. Mais on peut vendre ça comme énergie renouvelable parce que c'est de l'énergie qui est produite par l'eau. Donc, il faut vraiment regarder de très proche. Qu'est-ce que ça veut dire si un fonds d'investissement prend un nom, par exemple, Green Bond, Green, je ne sais pas quoi, il faut vraiment le regarder. Et pour ça, il y a des label organizations, il y a des autres organisations qui font ce travail. Mais il y a une autre problématique avec les fonds d'investissement. Normalement, par exemple, si vous achetez des parts d'un fonds d'investissement qui est issu par, disons, Sparkasse ou Deutsche Bank, même si vous achetez des parts d'un fonds d'investissement vraiment vert, votre argent va entrer dans cette banque parce qu'il faut ouvrir un compte courant chez eux, par exemple. Et cet argent dans ce compte courant est peut-être investi ailleurs. Donc, ça, c'est une problématique où il faut regarder un peu de proche où on veut investir. Mais c'est un conseil, si on a vraiment de l'argent, d'investir dans des fonds d'investissement, parce que là, on a vraiment la possibilité d'avoir un rendement assez digne et aussi en même temps savoir que cet argent est utilisé dans une manière socialement responsable et écologique. Ce qui est un peu problématique ici au Luxembourg, c'est que la place financière se positionne vraiment comme vert au moment. Donc, il y a un grand tam-tam qui est fait ici avec du marketing énorme. On se donne une image d'être vert, mais il faut vraiment faire attention au greenwashing. Donc, ces produits verts sont ajoutés aux autres secteurs de la finance où on investit encore dans les énergies fossiles, donc le brun, si je dis. Il ne remplace pas les autres choses. Donc, c'est une possibilité de marketing qui est très rusée et beaucoup de gens croient vraiment que la place luxembourgeoise est maintenant assez vert, mais ce n'est pas du tout vrai. Il faut vraiment regarder quels critères sont utilisés. Par exemple, il y a LuxFleck. LuxFleck donne des labels, mais les critères sont très laxes. Hein. Il n'y a pas de critères très stricts. Donc, le SRI, dont j'ai déjà répondu à Nadine, c'est un de ces labels dont je vais parler encore, qui sont assez stricts. J'espère que tout le monde a compris ce que c'est un fonds d'investissement. J'aimerais bien encore dire quelques mots sur la microfinance. La microfinance, ce n'est pas des fonds d'investissement, mais il existe des fonds de microfinance. La microfinance, c'est quelque chose qui a peut-être un bon effet sur des questions sociales dans le Sud, mais ce n'est pas la finance sociale. Il ne faut pas oublier que la plupart des acteurs de la microfinance ont un but de rendement et que c'est vraiment important de choisir quelle institution de microfinance où on veut investir. Par exemple, il y a Oikocredit qui est assez grand. Là, on peut conseiller que c'est quelque chose de positif d'investir dans la microfinance. Ou il y a le LMDF, le Luxembourg Microfinance Development Fund, qui aussi a des critères assez stricts. Donc, on peut investir son argent sans avoir peur de faire des fautes. Mais en pratique, bien sûr, il y a beaucoup de règles que la plupart de vous ont déjà entendu parler. Donc,
Il y a la question, est-ce que je peux investir à court terme, à long terme? Qu'est-ce qu'il y a avec mon risque? Est-ce que je veux avoir un grand risque pour avoir un grand rendement ou est-ce que je veux avoir plutôt pas de risque? Qu'est-ce qu'il y a avec ma liquidité? Est-ce que je peux donner 5 000 € pour 10 ans ou est-ce que j'ai besoin de peut-être d'un peu de temps de cet argent? Donc, il y a des restrictions de liquidité. Et bien sûr, il y a la question de la rentabilité. Mais la règle vraiment la plus importante, c'est vraiment investir au long terme. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose de durable. Donc, de préférer d'investir, par exemple, chaque mois 50 €, mais à long terme, avec un horizon de placement vraiment durable et ne pas faire le faute de croire qu'il y a un placement du siècle, par exemple Tesla ou à l'époque en Allemagne, Telekom, où on va gagner beaucoup de fric avec peu, avec peu de risques. Ces placements de siècle n'existent pas, alors pas pour nous. Hein. Donc, ça peut paraître un peu banal de penser à long terme, mais si on regarde les rendements des investissements à long terme, ils sont toujours supérieurs à tout essai de changer vitement, vendre et acheter des actions. Donc, c'est cette patience qui compte. Donc, c'est essayer d'entrer et de sortir au bon moment, de vendre au plus haut et d'acheter au plus bas, ce n'est pas une stratégie pour la grande majorité. Ça, c'est vraiment un boulot de chaque jour si on veut faire ça. OK. Alors, comment investir? Si vous regardez de 1 à 7, 1, ça veut dire qu'il y a un risque très faible, mais aussi un rendement potentiellement très faible. Et le 7, c'est un risque très élevé jusqu'à ce que vous pourrez perdre tout votre argent, mais le rendement est aussi beaucoup plus élevé, donc peut-être 15%. Hein. Donc, chacun d'entre nous, s'il veut investir son argent, il doit se demander cette question, quel risque est-ce que je veux avec mon argent? Est-ce que j'ai vraiment besoin d'être sûr que cet argent n'est pas perdu? Donc, on peut aller ouvrir un compte épargne ou acheter de l'or, fer, ça existe, ou acheter des parts de fonds de pension. Si on veut déjà avoir un peu plus de risques, il y a des fonds d'action ou les fonds d'investissement, par exemple le LMDF. Le risque devient plus et plus élevé avec des actions. Par exemple, si vous avez acheté des actions de Air France et de Lufthansa il y a un an, vous allez avoir perdu peut-être 50% de votre argent parce qu'avec le Covid, il y a un grand problème. Hein. Ou on peut faire un investissement direct, aussi ici au Luxembourg, aussi avec des petites sommes, mais il y a un risque élevé. Par exemple, il y a le crowd investing qui est possible, au moins en dehors de Luxembourg. Mais il y a des initiatives comme Altercoop, que vous connaissez tous, l'agriculture solidaire, ou des Enercoop dans Ulzechtal ou à Esch-Alzette, ou Ecopolis Participation à Munsbach. Donc, vous pouvez donner votre argent directement à une entreprise et recevoir un rendement après un an ou plusieurs ans, mais il y a toujours le risque que cette entreprise va échouer, donc que vous allez perdre tout votre argent. Si on fait la comparaison des possibilités d'investir, par exemple, dans des fonds d'investissement conventionnels et écologiques, sociaux, il y a des index, on dit index en français, indicés, des indicés. Par exemple, le NX25 que vous voyez en haut, c'est le Natur Aktienindex. Donc, c'est un indicé qui compare la valeur des actions des entreprises qui s'engagent vraiment dans l'écologie, dans le grand sens du mot. Et si on regarde, ils avaient fait un plus de 49% en 2020 jusqu'à présent. Si on compare ça avec le MSCI
index global, eux, ils avaient seulement un plus de 11,9%. Donc, si on regarde ça du début de Covid, on peut dire que c'était pas une faute d'avoir investi de l'argent dans des actions ou fonds d'investissement durables. Si on prend, par exemple, le photovoltaïque, avec le graphique en bas, vous voyez, il y a un indice de photovoltaïque, le PPVX, qui aussi s'est développé beaucoup mieux que comme le New York Stock Exchange, ARCA. Ce sont les bourses d'actions et d'options de tous les autres branches, donc pas seulement photovoltaïque. Donc, vous voyez, avec le photovoltaïque, vous allez gagner durablement, donc à long terme, avec des produits durables, beaucoup plus d'argent qu'avec les autres. Donc, il y a toujours encore cette ancienne idée que investir durable, ça veut dire qu'on va perdre de l'argent ou qu'on ne va pas avoir un rendement assez bon. Mais aujourd'hui, on peut dire que normalement, dans une période de crise, d'investir son argent dans des entreprises qui sont durables, ça veut aussi dire pour vous comme investisseur qu'il y a un rendement plus élevé qu'investir dans des projets conventionnels. Alors, j'ai déjà parlé de ces principes d'investissement, exclusion, ciblée, donc intégration, best in class et engagement. Donc, je ne vais pas encore parler trop de ça, mais bien sûr, le but doit être de faire un filtrage des possibilités que j'ai à la base d'une compréhension de durabilité des offres. Donc, il faut vraiment vérifier, c'est ce que les banques vous disent sur leurs produits. Est-ce que c'est vraiment durable? Peut-être ils appellent quelque chose durable, mais si vous regardez, ils vont dire que 80% de l'investissement n'est pas durable et les 20% qui restent, on va essayer d'investir durablement. Donc, il y a des produits qui ne sont pas très stricts. Bon, est-ce qu'il y a maintenant des questions? C'était encore une fois beaucoup d'input avec beaucoup de mots qu'on ne connaît peut-être pas. Peut-être Eric peut regarder dans le chat. Je suis dessus, n'hésitez pas. Il n'y a pas? Je peux poser une question. Vas-y. Oui, moi j'ai peut-être sur ce que tu as abordé autour de la notion du risque, puisque tu as cité qu'on pouvait investir directement dans des entreprises qui sont chères à notre réseau, qui sont des alternatives donc au Luxembourg, que pour la plupart vous soutenez aussi. Tu as raison de dire que c'est un risque très élevé parce que les entreprises peuvent couler et à ce moment-là, on perd tout son argent. En même temps, on est dans des entreprises citoyennes où donc les sociétaires ne sont pas simplement des investisseurs, ils sont aussi des membres de ces coopératives. Ça veut dire qu'ils participent à la vie démocratique de ces entreprises et qui sont pour la plupart dans des gestions quand même très raisonnées, avec du risque calculé et avec voilà, une gestion plutôt sécurisée en fait. Donc évidemment, il peut toujours y avoir un crash. Donc le risque 100%, il existe, tu as raison. Mais il n'est pas si grand parce que malgré tout, on est voilà, dans cette gestion collective. Après, ce n'est pas simplement je donne mon argent et les gens se débrouillent. Ça veut dire qu'on a un peu plus que donner son argent, c'est aussi s'investir dans le projet d'entreprise. Et si on prend celui d'énergie, parce que je connais bien TM Enercop à Esch, ça fait 3 ans qu'on distribue 2,5% d'intérêt aux sociétaires, aux assemblées générales, qui s'est décidé collectivement. C'est un marché un peu sécurisé puisqu'il y a un prix garanti en dessous dans les investissements qu'on fait, garanti par l'État. Donc voilà, le risque, il est relatif parce que dans ce qu'on appelle non risqués, qui sont des placements liés à l'État, etc., est-ce qu'il est vraiment pas risqué en cas de gros crash boursier? Il y a des États qui font faillite, il y a des… Donc voilà, évidemment, la bourse, ça c'est très risqué, mais en même temps, voilà, ça doit être un peu plus nuancé sur, voilà, si je mets mon argent, est-ce que je vais le récupérer? J'espère que tu ne m'en veux pas d'aller sur ce terrain. Oui, tu as tout à fait raison. J'ai
c'était ce matin que j'avais l'idée de mettre des institutions luxembourgeoises dans cette graphique. Et bien sûr, cette graphique de risque, c'est conventionnel, donc c'est vraiment le risque de rendement. Mais bien sûr, il y a des critères extra-financiers. Et ces critères extra-financiers ne sont pas inclus dans cette graphique, dans cette méthode de pensée. Mais ça, c'est la méthode de pensée conventionnelle de tous les banques et de tous les conseillers que vous allez voir si vous entrez dans une banque. Ils vont penser dans cette dimension purement rendement. Mais bien sûr, il y a tous les critères extra-financiers comme devenir partie d'une communauté, par exemple, et tout ça, ce qui est quelque chose d'important. Ça donne du bonheur, ça donne un sentiment d'être part d'une belle mouvement, ça donne vraiment la possibilité de s'intégrer dans sa commune ou des choses comme ça. Donc, mais dans cette pensée conventionnelle, tous ces critères sont exclus. Ça, c'est absolument clair. OK, alors, pour les derniers 3 slides, la grande question de la transition de la finance. La finance éthique, c'est vraiment un devoir. Il n'y a aucun débat. Mais est-ce qu'elle peut devenir la finance mainstream? C'est une grande question. Parce que si ces banques de niche veulent devenir une banque de mainstream, ça veut aussi dire peut-être de perdre les idéaux. Il y a un certain risque d'avoir des critères pas tellement stricts comme avant et toutes les choses comme ça qui sont très difficiles à gérer pour les banques de cette niche. Mais il faut essayer. Il faut, comme banque sociale, essayer de faire son boulot le plus bien possible pour que les gens qui veulent changer quelque chose, qui veulent peut-être changer leur banque, vont voir que ça, c'est une bonne alternative. Alors, j'ai parlé des UN Principles of Responsible Insurance, mais il y a aussi les UN Principles of Responsible Banking. Donc, il y a une certaine possibilité au niveau global. Il y a beaucoup de banques qui ont signé ça. Au Luxembourg, c'était la première, c'était Sparkasse, et quelques jours plus tard, c'était Raiffeisen. Ils vont changer beaucoup. Donc, il y a bien des raisons pour un optimisme. Et il y a aussi l'Union européenne qui va changer beaucoup dans l'année 2021 avec leur taxonomie. Donc, à partir du 1er janvier 2021, chaque conseiller d'une banque est forcé de demander aux clients est-ce que vous êtes intéressé à investir dans des projets, des produits durables? Cette question n'était jamais posée avant. Si quelqu'un a posé cette question, est-ce que vous avez des produits durables? Normalement, les banquiers disaient oui, oui, ça existe, mais le rendement n'est pas trop bien, blablabla. Bla, bla. Mais ils n'étaient pas forcés de vraiment voir si le client a des idées dans la tête qui ne sont pas purement de rendement. Donc maintenant, ça va changer. Donc on peut avoir un peu d'optimisme, même si on peut dire que tout ça ne va pas assez vite, mais il y a un optimisme qu'il y a un changement dans l'année prochaine. Alors, mais il faut encore s'investir, comme Greenpeace fait avec le fonds de compensation. C'était Ethica avec OGBL qui ont commencé, je crois, déjà dans l'année 2007, pour la première fois, de demander le fonds de compensation qu'il faut avoir des critères. Et cette bataille dure depuis 13 ans. Et maintenant, c'était la première fois que la question de nos pensions est débattue dans la Chambre. Donc, la question, si je reçois ma pension après 40 ans d'avoir travaillé, est-ce qu'il y a la transparence? Comment cet argent a été produit? Donc, par exemple, moi, je ne veux pas avoir une pension qui est plus élevée qu'autre chose avec de l'argent sale. Hein. Ça, pour moi, c'est clair. Et, aussi pour Votum Climat, qui s'est engagé aussi beaucoup
Ça, ce sont des questions où il faut continuer de se battre. La même chose avec la Banque européenne d'investissement. Et il y a plusieurs ONG qui agissent globalement, qui font un boulot très intéressant. Moi, j'ai fait partie d'une manif où vous voyez les photos, c'était 350 org. Mais il y a aussi Finance Watch, Face Finance, The Big Shift, où tout le monde, donc tout le monde ici dans la salle, a la possibilité de s'engager, donc pas seulement de signer des pétitions, mais de se laisser former pour avoir la possibilité d'aller chez une banque après une bonne recherche et de demander des choses à cette banque de changement. Donc cet activisme, c'est quelque chose qui donne aussi du bonheur parce qu'on a l'impression que les banques, de temps en temps, ont aussi besoin de nous, de faire des manifs pour les forcer de faire des choses qu'ils ont déjà compris qu'il faut faire. OK, pour finir, comme dessert, qu'est-ce qu'il y a avec ma transition? Alors, il y a des suggestions que je peux faire. Si vous vous souvenez de l'amuse-gueule avec les pensées religieuses et philosophiques, je dirais, vous avez peut-être des questions maintenant, alors recherchez selon vos questions sur des pages comme Fair Finance Guide ou Financité belge, ou aussi peut-être Ethicaloo. Regardez et examinez où votre agent travaille. Alors, votre prochain transfert du 1er janvier, peut-être vous voulez changer quelque chose. Réfléchir surtout sur les notions de bonheur, de richesse. C'est quoi vraiment la richesse? C'est quoi vraiment le rendement? Est-ce que je m'en fous comment cet rendement a été produit, oui ou non? Et choisir peut-être un sujet, par exemple l'assurance, ou s'engager dans une coopérative pour faire un premier changement. Et comme le slogan du mouvement de la transition, je propose de ne pas faire ça demain ou après-demain, mais commencer aujourd'hui, là où vous êtes maintenant. Ce n'est pas tellement difficile. Il faut seulement faire le premier pas. Et pour finir, comme point info, j'espère que le 4 janvier, on va être capable de montrer aussi le film Economia qui parle de l'argent et comment l'argent est produit, qui devrait être montré lundi passé, mais à cause du corona, on n'a pas pu le montrer dans les Transition Days. Donc, il y a une deuxième possibilité, mais peut-être on va échouer avec ça aussi le 4 janvier à 19 h. Bien, donc, on a peut-être encore 10 minutes pour débattre un peu, mais s'il y a quelqu'un qui a vraiment une question spécifique, je suis très ouvert pour répondre si vous écrivez un courriel. Donc, je donne la parole de retour à Eric. Merci. Je pense que là, il y a tout le monde qui a sorti son token, est en train de se connecter à son web banking pour investir au vert. Je propose pour l'échange, ou s'il y a des questions, ouvrez vos micros, lancez-vous, allez-y. Le débat est ouvert. Et Eckhard, kannst du bitte den Screenshare ausmachen, dann sehen wir uns alle. Ja. Danke. Il y avait des changements, il y avait 34 participants, maintenant on est déjà à 44, donc on a mangé en mi-temps. Il y a, Eckhard, une question sur le fonctionnement des green bonds. Oui, ça c'est aussi une question où je ne suis pas du tout un expert, je dois l'avouer. Alors c'est un des produits placés ici au Luxembourg. Donc un bond, c'est une obligation et normalement ce sont des produits financiers des États. Donc ce sont des États qui offrent aux gens la possibilité d'investir leur argent dans un bond qui normalement peut être vraiment vert, mais il faut encore une fois regarder vraiment dans les détails, dans leur policy de l'investissement, si
c'est quelque chose d'intéressant pour chacun ici dans la salle. Ils font beaucoup de marketing pour ça, mais chez Ethica, on a beaucoup de doutes. Oui, bonsoir. Est-ce que je peux prendre la parole pour une petite question? Bien sûr. Alors déjà, un petit commentaire sur Ethica. Quand j'ai ouvert mon compte Ethica, malgré toute ma bonne volonté, ça a été très compliqué parce que tout le monde m'a découragée, y compris la banque partenaire. Et donc, je trouve ça quand même très dommage qu'il faille vraiment être à ce point motivé pour ce genre de choses. Et j'espère que ça va changer voilà, dans les années qui viennent. C'est vraiment parce que la plupart des conseillers, pas seulement de la Spurkis, ils sont complètement fixés sur la question de rendement. Et avec notre compte épargne, vous allez recevoir un taux un peu diminué. Donc, ils disent, ça, c'est pas bien. Le rendement, non, il y a d'autres choses. Voilà, mais donc une des choses qu'ils m'ont expliqué, et donc je voulais avoir votre confirmation, c'est que ils m'ont dit qu'en fait, il y a uniquement les intérêts du compte épargne qui étaient reversés à Ethica, mais que du coup, tout l'argent qui est sur le compte épargne, c'est eux qui l'investissent et donc ils l'investissent où ils veulent. Non, non, non. Il faut dire qu'on a 54,5 millions d'euros qui sont mis sur notre compte par les épargnants. Mais pour nous, c'est difficile de vraiment investir 100% de cet argent dans des produits socialement responsables et écologiques. Normalement, un taux de crédit de 80% serait vraiment quelque chose à viser, à essayer d'atteindre. Mais il reste toujours un pourcentage de l'argent qui n'est pas investi dans des projets soutenus par nous aussi, par Ethica. Donc, et ces 20%, par exemple, ça c'est vrai, cet argent, on n'a aucune idée et la Spurkis nous donne aucune transparence, c'est ce qu'ils font avec cet argent. Donc, il y a un risque que Spurkis investisse cet argent avec des critères purement rendement. On ne peut pas l'exclure. Au moment, on a un taux d'épargne qui est transformé en crédit de 68%, je crois, au moment. Donc, la plupart de l'argent est investi selon nos critères stricts, mais pas tout l'argent. Ça, c'est vraiment une problématique de ce mécanisme. D'accord, ben merci, ça répond à ma question, mais c'est vrai que c'est un peu dommage parce que je n'ai pas trouvé de meilleure alternative au Luxembourg, ouais. Mais ouais. C'est loin d'être d'être l'idéal. Ouais. Mais en tout cas, merci pour votre réponse. Avec plaisir. J'en profite pour poser une question similaire. J'ai voulu ouvrir un compte Ethica pour le compte d'une ASBL où je suis actif en tant que bénévole. Et là, Spurkis m'a dit non, les comptes Ethica, c'est plus que pour les particuliers. Donc, ils n'ont pas voulu m'ouvrir un compte Ethica pour notre ASBL. Oui, c'est pas vrai. C'était une fausse information. Ah, donc il faut que j'insiste plus. C'est vraiment un problème. Si je vois Magali comme présidente, elle s'arrache les cheveux. Ah non, c'est vraiment, ce sont des conseillers qui sont dans une certaine manière brainwashed depuis une vingtaine d'années et qui ne sont pas capables de sortir de cette pensée, même si on fait des formations avec eux. C'est vraiment, en allemand, on dit un dickes Brett zu bohren. Il y a une autre question du chat de Sabrina qui demande comment et qui a créé, Ethica a été créé et d'où viennent les fonds de départ. Oui, j'ai oublié de ça. Alors, j'ai parlé des agriculteurs biologiques et des ONG de développement. Donc, précisément, c'était par exemple ADA, une association de microfinance, c'était ASTM. Non, c'est pas ADA. Donc, ADA peut-être... La présidente n'est pas d'accord? Elle n'est pas d'accord parce qu'elle a travaillé chez ADA. OK, bon. Non, c'était des institutions qui ont fondé Ethica. C'était 9, je crois. Donc, c'était, par exemple, Polygon, c'était Interaction, c'est Demeterbund, c'est Caritas, c'est SOS Fin, des institutions comme ça qui ont fondé Ethica, mais il y a un ou deux qui ont
nous ont quittés depuis, mais ces institutions ont fondé Ethica et qui nous envoient des bénévoles dans notre conseil d'administration, mais aussi dans notre comité de crédit. Il y a des experts de la finance, du social ou de l'écologie, des gens vraiment aussi assez connus ici au monde luxembourgeois qui sont vraiment des experts pour juger les projets. Et j'ai oublié la deuxième partie de la question. Ah oui, et la Spurkis a donné 1,2 million d'euros pour avoir quelque chose dans la caisse. Mais assez vite, on avait trouvé beaucoup d'argent avec les premiers épargnants. Mais on est resté à 1150 épargnants jusqu'à présent. Il n'y a pas un grand développement vers le haut. C'est surtout une consolidation. On ne perd pas trop, mais on a encore besoin d'épargnants. Mais on n'a pas vraiment besoin de l'argent parce qu'il nous manque aussi des crédits, des projets à investir. Il faut le dire dans toute la transparence. Tout le monde est fatigué, il est l'heure, il est 9 h, donc je propose de s'arrêter là. Grand merci à Eckhard et Ethica pour cette présentation super intéressante. C'était vraiment chouette. Merci à mes collègues Delphine, Marine et Eric qui ont tenu la soirée avec moi et pour le coup de main. Et merci à tous les participants pour d'avoir participé à cette conférence. Il y aura une autre conférence, la troisième de notre mini-forum économique demain soir, également à 19h30 sur Zoom, sur le revenu de base comme outil de transformation ou de transition sociétale. Donc, un gros merci à tout le monde et puis bonne soirée et à bientôt.